Bonjour. Je souhaite partager avec vous quelques histoires qui m'ont fait comprendre les pouvoirs de la communauté comme une obligation morale pour soulager la souffrance dans mon contexte, mais aussi pour exprimer l'humanité qui est nécessaire. Bien sûr, écouter, raconter, apprendre des histoires peuvent nous surprendre dans nos choix, en voie de corriger nos attitudes et finalement de faire revivre notre humanité. La communauté comme l'histoire des Rafiki. Après les génocides contre les Tutsis, mon premier rêve était de devenir pilote. Une façon peut-être d'échapper à la réalité du pays. Et je l'ai partagé à mon père et il m'a dit, « Christian, est-ce que tu peux aller à la faculté de médecine pendant 1 an? Dès que mon entreprise sera opérationnelle, je t'enverrai dans une école de pilotage au Kenya. » Et jusqu'à présent, j'attends toujours. Les conséquences du génocide étaient si difficiles que pour moi, poursuivre une carrière en chirurgie semblait être le meilleur moyen, non simplement de contribuer à reconstruire les systèmes de santé, mais plus encore à contribuer à guérir et à reconstruire des vies. Après avoir terminé mes études, nous devons passer 3 ou 4 ans dans un district et j'ai choisi la chirurgie pour mieux me préparer. C'est à cette époque que j'ai rencontré Rafiki, un jeune homme de 24 ans chez qui on avait diagnostiqué un cancer avancé du foie. Il a été transféré d'un hôpital universitaire vers un hôpital proche de son village, qui est notre hôpital. Et à l'époque, nous ne traitions pas les cancers. Et les patients devaient se rendre soit au Kenya, en Ouganda, mais la famille de Rafiki n'avait pas les moyens de pouvoir voyager. Ces dossiers médicaux indiquaient que Rafiki avait reçu une petite dose de Demerol 24 heures auparavant, que d'autres analgésiques comme le tramadol, la codéine, n'avaient pas obtenu l'effet escompté. J'étais bien sûr terrifié à l'idée même de prononcer les mots morphine. Pour beaucoup d'entre nous, à l'époque, c'était comme les tableaux de la Joconde, représentant les opiacés enfermés dans une armoire à double tour au bloc opératoire, intouchable et impossible à prescrire. Il y avait aussi ce mythe omniprésent selon lequel la morphine accélère la mort. Et bien sûr, la peur de la prison suivait de près. Donc, j'ai donc refusé de prescrire une autre dose de mes rôles et j'ai plutôt écrit « Continuer les traitements actuels ». Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Alors, j'ai quitté la pièce et sa mère s'est précipitée vers moi et s'est mise à genoux, m'a supplié de donner quelque chose à son fils qui lui permettait de dormir et de ne jamais se réveiller. En d'autres termes, elle me demandait de lui donner la mort. Je l'ai aidé doucement à se lever et elle est partie en pleurant, comprenant que je ne ferais pas grand-chose de plus. La peur avait pris les dessus de la dignité de l'humanité et c'était le choix d'une zone de confort plutôt que de l'esprit d'Ubuntu. En rentrant chez moi, je ne pouvais pas m'empêcher de me penser à Rafiki et à sa mère. J'éprouvais un double sentiment d'échec. J'ai échoué en tant que médecin parce que je n'avais pas assez fait pour soulager sa douleur. Mais j'ai aussi échoué en tant que Rwandais parce que dans notre contexte et notre culture, lorsqu'un aîné s'agenouille devant un plus jeune, culturellement, on a échoué. Je me suis posé alors 3 petites questions. Pourquoi ai-je passé tant d'années à la faculté de médecine si mon rôle était simplement d'être témoin de la vulnérabilité et de la souffrance? Pourquoi porter une blouse blanche et un stéthoscope et être appelé médecin si je ne peux pas aider ceux qui souffrent? Pourquoi j'ai l'impression que ma pratique de la médecine avait perdu son âme? Ou peut-être n'en avait-il jamais eu? Le lendemain, Rafiki est décédé alors que sa famille a amené son corps à la morgue. Tous les yeux étaient braqués sur moi et j'étais submergé par un sentiment de culpabilité, de honte, d'échec, de déception, de tristesse, de dégoût et de colère. Rafiki m'a fait prendre conscience que ma médecine moderne manquait d'âme, de dignité et d'humanité. Cette révélation m'a conduit à abandonner mon rêve de devenir chirurgien et à consacrer une nouvelle passion, les soins palliatifs. Je viens du Rwanda, l'un des plus petits pays en termes de superficie en Afrique, mais pas une petite nation, de 14 millions d'habitants. La moitié de la population a moins de 20 ans, mais en termes de densité, c'est parmi les pays les plus denses. 30 ans après les génocides perpétués contre les Tutsis, le pays s'est reconstruit à partir des souvenirs, de l'unité et s'est régénéré. C'était 1 million de morts en 3 mois et moi je suis tellement convaincu que le concept de soins palliatifs pourra contribuer à ramener cette humanité que nous avons perdue pendant les génocides. Pourquoi? Parce que les soins palliatifs n'est pas spécifiquement sur la prescription des médicaments, mais surtout sur la dignité, la vie, l'humanité et Ubuntu. Les soins palliatifs au Rwanda est vraiment intégré
par rapport à la santé publique, c'est-à-dire nous formons les hôpitaux, les centres de santé, les postes de santé et la communauté. L'idée, c'est de transférer les patients au niveau de la communauté et d'éviter les patients de rentrer au niveau des hôpitaux uniquement pour une petite prise de paracétamol, une petite prescription. Alors, nous avons commencé ces modèles, parce que c'est un modèle qui est intégré, à former à partir du premier ou le seul centre de radiothérapie au Rwanda. Et nous avons formé des oncologues, les psychologues, les infirmiers et les médecins généralistes. Et nous sommes descendus au niveau du district où nous avons aussi formé l'équipe pluridisciplinaire ou multiprofessionnelle, comme dit si bien Benoît. Et nous sommes allés dans un milieu rural aussi pour former, parce que l'aptitude ou la perception de la douleur ou des soins par rapport à un milieu urbain est totalement différent d'un milieu rural. Nous avons aussi formé l'équipe pluridisciplinaire et nous sommes allés et nous avons formé aussi les agents de santé communautaires. La communauté comme la philosophie Ubuntu. Contrairement à l'opposé de la philosophie cartésienne, je pense donc je suis, Ubuntu, c'est plutôt « je suis parce que nous sommes ». Je suis parce que nous sommes ou « je suis parce que tu es ». Ubuntu est l'ensemble complexe des comportements traditionnels qui a été développé par la race humaine, surtout dans les communautés africaines, qui est apprise avec succès par chaque génération. Ubuntu est plus qu'une simple manifestation d'actes individuels, c'est plutôt un fondement spirituel, un état intérieur, une orientation et une bonne disposition qui motive, stimule et fait percevoir, ressentir et agir humainement envers les autres. Quel que soit son statut social, leur sexe ou leur race, les gens sont reconnus, acceptés, valorisés, respectés par eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'une personne est la pierre angulaire de la société. Les actes individualistes et égocentriques sont non seulement considérés comme ne contribuant pas au bien-être de la personne et de la communauté, mais ils sont aussi également perçus comme apportant du tort, de la misère et de la douleur aux autres. Ubuntu est également une philosophie de tolérance et de compassion qui embrasse le pardon. Enfin, Ubuntu est un concept philosophique qui promet le respect des personnes, les met au défi de former une communauté bienveillante, tolérante et compatissante. Quelques exemples de la philosophie Ubuntu au Rwanda. Un, c'est l'Umuganda moderne, qui peut être décrit comme un travail communautaire. Les derniers samedis de chaque mois, les communautés se rassemblent pour effectuer divers travaux publics, notamment des activités de promotion du développement des infrastructures et de protection de l'environnement. Nous avons aussi la journée sans voiture de Kigali, qui a lieu tous les premiers et les troisièmes dimanches du mois. Cet événement annuel vise à sensibiliser aux impacts des voitures tout en promouvant les alternatives plus saines et plus durables comme la marche, les vélos et les transports en commun. Nous avons aussi l'Ubudé, qui est une pratique et une valeur culturelle rwandaise d'entraide entre les personnes vivant dans la même région pour surmonter ou résoudre leurs problèmes socio-économiques. La communauté comme l'aspect socio-culturel. Pendant ma thèse à Boston, je voulais comprendre pourquoi les gens ne discutaient pas de la mort au Rwanda. Je pensais que c'était dû au génocide, mais j'ai compris que c'était beaucoup plus loin que ça. Avant l'époque coloniale, la mort était considérée comme un accomplissement parce qu'il faisait partie de la vie normale, un phénomène naturel. Et il était aussi considéré comme une réalisation après une bonne vie vécue et épanouie. C'était une récompense d'être un esprit, un protecteur, un ancêtre pour toute la famille. Je me suis présenté en disant « je m'appelle Dr Christian », mais dans ma culture, on ne se présente pas comme ça. On se présente à partir de son grand-père, de son arrière-grand-père et de son père. La bonne mort ou la mauvaise mort était considérée, surtout la bonne mort, était considérée surtout comme l'engagement socio-culturel des membres de la famille. C'est-à-dire que plus on avait d'enfants à l'époque, plus c'était une garantie d'avoir une bonne mort. Moins on avait de personnes, plus on aurait une mauvaise mort. Et surtout, pendant le processus, quand la personne mourait, toute la famille devait se mettre ensemble et mettre le corps en position du fœtus dans l'utérus. Et cela, c'était considéré comme une bonne mort. Et si la personne mourait en position longitudinale, cela était considéré comme une mauvaise mort. Et la mort est devenue une source de peur après l'adoption des croyances chrétiennes, parce que nous n'avions pas les concepts de l'enfer et du paradis, qui n'était pas familier à la tradition rwandaise et qui a amené cette peur par rapport à la mort. Et les rituels des ancêtres, malheureusement, est devenu un rituel des mauvais esprits
les Abazim ou les ancêtres, et Kuzim qui est devenu l'enfer. Et pour pallier à ça, nous avons dû travailler avec la communauté. Nous avons travaillé avec des artistes pour développer une compréhension des soins palliatifs de leur point de vue. Les artistes ont été formés, produit des œuvres reflétant l'expression des soins palliatifs. J'aime particulièrement ces photographes. Après avoir visité les hôpitaux et discuté avec les patients et les familles, il a pris cette photo et a déclaré « Dans la culture hospitalière, la maladie prend souvent le pas sur l'être humain. Les médecins ont tendance à se concentrer sur la maladie avant de vraiment voir les patients, oubliant que c'est la personne qui porte la maladie et non l'inverse. Les gens admirent les clous et les vis propres, comme on le voit sur la photo, mais oublient que ce sont les mains sales qui portent ces clous, les mains de la personne. Je trouve ça très beau. Et aussi, nous savions que les agents de santé, en formant les agents de santé communautaires pour qu'ils puissent prendre en charge les patients au niveau communautaire, nous savions que les agents de santé communautaire pouvaient avoir du mal à entamer une conversation difficile. Alors, nous avons créé ces projets pour favoriser cette cohésion sociale. Et les œufs permettront pendant un certain temps d'améliorer la nutrition, mais aussi la communication au niveau communautaire. Au lieu de dire « Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ?» on dit « Bonjour, j'ai des œufs pour toi ». Au lieu de dire « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» on dit « Préférez-vous vos œufs à la coque ou brouillés ?» Au lieu de dire « Avez-vous de l'anxiété aujourd'hui ?» Quelles sont vos expériences avec les œufs jusqu'à la fin? L'idée, c'était de commencer une conversation et après de laisser les sentiments et les émotions ressentir après la conversation. Les 2 dernières années, j'ai eu à peu près approximativement 1000 réunions de famille. Au Rwanda, quand vous appelez une réunion de famille, au minimum, c'est 5 personnes, au maximum, c'est 50 personnes. Et l'idée est de venir d'écrire ces livres que j'ai appelés les safaris. Safari signifie en swahili « voyage ». C'est vraiment d'un endroit A à un endroit B. Ça n'a rien à voir avec les animaux. J'ai fait mon safari de Kigali à Clermont-Ferrand. Je n'ai pas trouvé des animaux en aéroport ni dans l'avion, même si des fois certains se comportent comme tels. Et quand j'invite la famille, j'évite de dire comment les familles doivent se présenter. Je demande, est-ce que vous pouvez vous présenter après avoir fini notre présentation? Si les présentations vont des plus aînés aux plus jeunes, cela signifie que cette famille est vraiment enracinée dans la culture rwandaise et l'hiérarchie est très importante. Si les présentations se font du plus jeune au plus âgé, c'est que la réunion sera un cauchemar. C'est que l'influence et les dynamiques familiales ont complètement changé. Si les présentations commencent par une femme et se terminent par un homme, c'est que les réunions se passent toujours bien, mais à terme, pour la décision, la prise décisionnelle, il faudra toujours courir. Mais ça, c'est typiquement rwandais, ça n'a rien à voir avec la France. Alors, je pose mes 5 questions. Quel est le récit, l'évolution de la maladie depuis l'apparition? Quelle est la compréhension par rapport à la maladie? Les informations? Quel est votre avis des soins prodigués aux patients? Et j'aime beaucoup particulièrement la dernière question. Quelles sont vos attentes à mon égard? Quand je pose cette question, l'idée derrière, c'est vraiment de trouver quel est le lion ou la lionne de la famille. Et c'est avec cette personne que la suite de la prise décisionnelle sera faite par rapport à la complexité de la maladie. J'aimerais partager quelques exemples. La girafe ou la souffrance distance, ce sont les familles qui viennent souvent avec des attentes irréalistes, ou ignorant la réalité des ressources locales. Pour nous, l'interprétation, ces comportements, c'est vraiment une souffrance. Nous ne jugeons pas les familles, mais nous comprenons la souffrance. Et la girafe exprime souvent une méfiance vis-à-vis du personnel soignant. Comparé ailleurs, par rapport, c'est souvent les familles diaspora rwandaises qui viennent de la France, de Clermont-Ferrand, du Canada et de l'Australie. La prise en charge, il est difficile de se mettre plus haut qu'une girafe lors de la discussion. C'est vraiment la confiance avec l'humilité. L'hyène, c'est la souffrance conflictuelle. Ce sont les familles qui amènent les conflits au niveau des familles et les amènent au niveau de l'hôpital. Et si le personnel soignant n'est pas attentif, ça peut créer des tensions entre les personnels soignants. Et pour les comportements, c'est que souvent l'interprétation, l'hyène exprime des sentiments antagonistes. Les patients, qui est la source du conflit, mais aussi
les liens sociaux entre les membres des familles. La prise en charge, c'est que nous travaillons plus avec les lions ou la lionne de la famille pour les prochaines décisions. La tortille ou la souffrance défensive, ce sont les familles qui viennent avec des convictions sur les miracles et la philosophie. Et ils pensent que le patient sera guéri. L'interprétation de la tortille, c'est que la tortille exprime un sentiment de seconde chance, un but ou des objectifs laissés derrière, un travail inachevé. Ce sont souvent les patients qui viennent de recevoir une carte verte et qui devaient voyager soit aux États-Unis ou qui ont une promotion, et les familles ne croient pas que c'est le moment de mourir et qu'il y a quelque chose qui doit être fait. La prise en charge, c'est choisir les mots avec soin pour communiquer efficacement. Un exemple, moi j'enseigne toujours à mes étudiants, si vous trouvez une famille tortille et qui sont chrétiennes, ne dites pas, bon voilà, je m'appelle Dr Christian, blablabla, dites que Dieu soit loué. Et au lieu de dire oui, dites Amen. Si c'est une famille musulmane, dites Salam alaikum. Et si vous prescrivez, dites Inch'Allah. Et cela permet de fondre cette carapace et de pouvoir augmenter la communication avec les familles. Le dernier exemple, c'est la famille porc-épic. C'est la souffrance hantise. C'est souvent les familles, on parle du présent, mais ils se réfèrent toujours au passé. Il y a toujours ces vases communicants entre les présents et les passés. Plus on parle du présent, plus les patients réfèrent au passé. Nous n'avons pas de psychologues comme Axel au Rwanda pour le nombre de patients. Alors nous sommes obligés de former toute la communauté. C'est de fournir une éducation d'équipe, c'est-à-dire faire du counseling sans mentionner que l'on fait du counseling. Et c'est là en utilisant la communauté. Je n'ai pas le temps pour parler de la souffrance colérique, du buffle d'artiste. Je n'ai pas le temps aussi de parler de l'éléphant, la souffrance émotionnelle, du serpent, la souffrance bouc émissaire, où les familles cherchent toujours un médecin ou un personnel soignant qui doit porter cette culpabilité. L'Autriche, la souffrance d'évitement, et la fourmi, la souffrance collective. Mais j'ai amené quelques copies pour ceux qui veulent, peuvent voir Isabelle pour ça. Quelles sont les leçons apprises? La communauté, comme leçon apprise, au Rwanda, on a un dicton, quand tu es en bonne santé, tu t'appartiens, mais quand tu es malade, tu appartiens à ta famille. C'est l'autonomie du patient et la communauté responsabilité ensemble pour la prise décisionnelle. La deuxième chose, c'est continuer toujours les plaidoyers. Merci Axel pour l'invitation, mais c'est aussi, en venant ici, ce n'est pas de partager uniquement, mais de continuer à faire des plaidoyers par rapport à ce que nous faisons. Et un ami m'avait dit que si vous n'avez pas de place à la table, vous êtes probablement au menu. Et c'est surtout, et probablement, vous êtes les plats de résistance. Pour moi, l'éducation commence par le fait d'adopter avant de pouvoir adapter. Si je dois prendre les concepts ou la culture de Clermont-Ferrand pour l'implémenter au Rwanda, ce n'est pas de l'éducation. Je pense que ça a un autre mot beaucoup plus clair par rapport. Je pense qu'avant de pouvoir adapter, il faut toujours adopter. Il faut adopter les contextes locaux avant de pouvoir l'adapter aux défis présents. Les mots et le langage est particulièrement important. Moi, je traite en Kinyarwanda, je réfléchis en Kinyarwanda et je soigne en Kinyarwanda. En Kinyarwanda, nous n'avons pas la fin de vie. Ça, c'est très académique. Pour nous, nous disons la vie jusqu'au bout. Nous n'avons pas la fin de vie. Nous n'utilisons pas les mots « accompagner » parce que ça n'a aucun sens. Pour nous, c'est être présent, être là et avec les personnes. Accompagner a une connotation négative. Par contre, elle a une connotation positive quand le patient est mort. Parce que quand on accompagne les morts, ça a une connotation beaucoup plus positive. Et un collègue indien a dit que les hôpitaux modernes sont comme des forteresses. Les pauvres ne peuvent pas y entrer et les riches ne peuvent pas en sortir. Sur les modèles de soins palliatifs, basés sur la philosophie Ubuntu, sur la communauté, c'est vraiment rencontrer les gens là où ils sont et quand ils en ont besoin. Pour donner ma conclusion, à Kigali, l'un de mes rôles les plus importants, c'est d'effectuer des visites à domicile avec une équipe qui comprend soit une infirmière, soit un travail social. Kigali est connue comme une ville de 1000 collines et à chaque visite, un voyage à travers les paysages vallonnés. Un jour, un voisin nous appelle et nous informe qu'il y a quelqu'un qui a besoin de notre aide. Nous sommes allés chez Clémentine, perchée sur une colline à la périphérie de Kigali. Sa maison était une petite structure d'une seule pièce, faite de boue argileuse. La porte est faisant partie de l'office, aussi des fenêtres, sans eau courante ni électricité.
Clémentine, 35 ans, a été diagnostiquée du VIH-Sida et un cancer avancé du col de l'utérus. Elle était fragile, très amincie, trop faible pour que les médecins puissent continuer son traitement. Lorsque nous l'avons trouvée, elle était allongée sur une natte tissée de feuilles de bananier avec simplement un tissu fin pour la couvrir. L'air à l'intérieur de la maison était lourd et il y avait une odeur d'infection due à son état. Nous nous sommes rapidement mis au travail et nous avons utilisé notre voiture pour acheter un matelas imperméable et des draps propres et une petite couverture comme vous le voyez. L'infirmier l'a nettoyé, l'a habillé, des vêtements propres et nous avons aussi ajusté son traitement pour y inclure de la morphine pour soulager sa douleur. Pendant que nous la soignions, Clémentine pleurait en silence. Elle était tellement déshydratée qu'elle ne pouvait même pas produire des larmes. Lorsque son mari est rentré dans la maison, nous avons pris soin d'elle. Il a profondément été ému et remercié. Nous lui avons proposé de lui donner $1 qu'il gagnait chaque jour pour qu'il puisse rester à la maison et s'occuper d'elle. Il a fondu en larmes et s'est assis à côté de Clémentine, lui tenant la main à ce moment-là. Regardant ces couples, j'étais submergé par la fatigue, la tristesse, la colère et l'émotion. Et je me suis assis par terre et j'ai pris mon carnet et j'ai écrit « Nu mais pas honté ». Je voulais juste terminer en vous lisant ça. Je me sens davantage nu lorsque je visite des patients et leurs familles et que la souffrance sociale, psychologique, spirituelle est leur pain quotidien. Je pleure dans les palais des dieux parce que je ne sais pas par où commencer. Je me sens toujours nu lorsque la dignité et la valeur des patients sont perçues à travers les prismes de leur maladie et non de leur humanité. Je me sens nu quand je vois que l'accès à un bon traitement dépend de la catégorie géographique à laquelle appartient le monde sur la map monde. Je me sens désespérément nu lorsque l'inégalité, l'injustice sociale et la culture excessive du moi me mettent à nu lorsqu'elle emporte sur les liens entre les personnes et la culture. Je me sens nu lorsque les personnes s'engagent à publier des données provenant des pays en voie de développement, mais se montrent peu désireuses de soutenir ces pays. Je me sens nu lorsque des collègues des pays développés prétendent « Ah, Christian, ce que tu fais, ce n'est pas vraiment du soin palliatif. » Ils se concentrent uniquement sur la comparaison et non sur la réalité de nos efforts de compassion pour soutenir les patients et les familles avec nos ressources limitées. Je me sens nu lorsque je lis des expressions de gratitude, de satisfaction, d'espoir, de vie dans les yeux de mes patients et de leurs familles simplement parce que nous sommes là. Mais je ne suis pas honteux, car nous ne sommes pas redevables à la haine, à la culpabilité, à la peur, à la mort et à la stigmatisation, mais plutôt à la vie, à l'espoir, à la dignité et à l'Ubuntu. Et je me suis posé une question, est-ce que la médecine moderne n'est-elle pas devenue une peau de chagrin? Parce que plus on en a, moins on en a. Moins de compassion, moins de vie, moins d'humanité et moins de dignité. Parce que la façon dont un patient meurt peut refléter souvent comment une société vit. Merci à toi, Axel, encore pour ton humanité et pour ton équipe.